Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Notre face-à-face du jour, Yohann Gillet, député Rassemblement National du Gard et directeur adjoint de la campagne de Marine Le Pen. Bonjour. 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 Xavier Bertrand vient de confirmer qu'il était candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que c'est un événement qui change la donne ? Ça doit être la 3867e annonce de Xavier Bertrand comme candidat à l'élection présidentielle. Non, c'est pas un événement. En tout cas, je crois que les Français se feront une opinion et décideront en leur âme et conscience pour qui voter. Je suis assez convaincu qu'une grande majorité de Français ne voteront pas pour Xavier Bertrand, qui est un homme politique outrancier, qui a d'ailleurs un très mauvais bilan en tant que président de région. Et qui plus est insultant à l'égard des millions de Français qui votent pour le Rassemblement National. Pourquoi insultant ? Parce qu'il les insulte à longueur de temps. Toutes ces déclarations sont outrancières à l'égard des électeurs du Rassemblement National. Clément Barguin. Yohann Gillet, Marine Le Pen fait sa rentrée politique aujourd'hui devant les patrons du MEDEF. Elle cherche à rassurer. Est-ce que le Rassemblement National a encore aujourd'hui un problème de crédibilité économique auprès des patrons ? Non, je ne le crois pas, parce que les Français et les patrons sont bien conscients de la réalité de l'état du pays. Aujourd'hui, ce que nous disent les chefs d'entreprise, que ce soit les petites et moyennes entreprises comme les grosses entreprises, c'est que la situation économique du pays les inquiète, et ils ont bien raison. Ils sont bien conscients également que nous n'avons aucune responsabilité dans les 3530 milliards d'euros de dette. Ils sont bien conscients que la Macronie, elle, en revanche, a une lourde responsabilité, puisqu'elle a augmenté de plus de 1400 milliards d'euros la dette en l'espace de 10 années seulement. Et donc, les Français et les patrons sont bien conscients que le Rassemblement National, avec Marine Le Pen à la présidence de la République et Jordan Bardella à Matignon, eh bien, changerait radicalement la manière de fonctionner. Ils sont bien conscients. Nous leur proposons de la confiance et de la visibilité, et c'est essentiel pour l'économie d'un pays. De la confiance, parce que il est nécessaire de dire que nous allons modifier radicalement les principes de gestion du pays, et que nous allons retrouver une gestion saine des deniers publics. Aujourd'hui, en France, il y a des dépenses qui sont nocives pour le pays, qui viennent créer de la dette. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation telle que la charge de la dette, donc les intérêts que l'on paye pour rembourser nos emprunts, devient astronomique et dépasse largement d'ailleurs les budgets de plusieurs ministères réunis. Donc il faut de la confiance pour les entreprises. Si l'on veut que les entreprises puissent massivement faire de la recherche, de l'innovation, que les entreprises puissent investir, puissent recruter également de nouveaux salariés, il faut que les patrons aient confiance et voient du sérieux budgétaire. Et c'est ce que nous proposons aux Français, du sérieux budgétaire. Nous voulons en finir avec cette gestion à la petite semaine, comme c'est le cas depuis maintenant une bonne vingtaine d'années facilement en France. Parlons-en justement du sérieux budgétaire. C'est notamment la question que juste avant que vous arriviez sur ce plateau nous posait l'auditeur Hervé, qui vous la pose directement. Comment compte faire Marine Le Pen pour établir les comptes publics et la dette ? Il y a fort à faire, et nous en sommes tout à fait conscients. Ce que nous voulons, c'est déjà réinscrire aussi dans la loi certains principes de bonne gestion. Mais au-delà de cela, nous voulons faire des économies structurelles pour le budget de l'État. Il y a besoin d'économies structurelles, il y a besoin d'économies sur ce que nous donnons, par exemple, à l'Union européenne chaque année, puisque la France est l'un des rares pays à donner bien davantage à l'Union européenne que ce qu'elle perçoit. Et ça, c'est pas normal. Et d'ailleurs, la France est le seul pays à ne pas avoir renégocié ce qu'elle donne chaque année à l'Union européenne. Il y a aussi des économies à faire sur le millefeuille administratif. Alors, le millefeuille administratif, ça passe par plein de choses. Ce sont à la fois toutes les agences gouvernementales, les agences d'État, qui sont bien trop nombreuses d'ailleurs. Plus personne ne sait les comptabiliser précisément, mais elles seraient au moins de 1400, ces agences. Et ces agences, elles n'ont pas toutes une utilité réelle. Certaines agences peuvent être supprimées ou leur périmètre restreint. Vous avez par exemple les ARS, les agences régionales de santé. On en a beaucoup parlé ces dernières années. À ce que nous fermions les ARS, les agences régionales de santé? Nous sommes favorables à fermer les agences régionales de santé, tout à fait, parce qu'aujourd'hui, et il faut que ceux qui nous écoutent le comprennent, il y a un ministère de la Santé,
Il y a également une direction générale de la santé qui dépend elle-même du ministère. Il y a ensuite des agences régionales de la santé qui elles-mêmes ont des antennes départementales. Nous voulons nous simplifier les choses. Nous voulons nommer des sous-préfets en charge de la santé dans l'ensemble des départements qui auraient en charge la gestion de la santé en lien direct. Si vous avez des agences départementales et que vous nommez des sous-préfets donc au niveau départemental, vous rajoutez finalement un échelon et pas donc du tout, parce que vous n'avez pas... que vous supprimez avec les ARS, vous le remplacez par le sous-préfet. Non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, il faut avoir conscience de l'état des effectifs des agences régionales de santé. Je ne dis pas que certaines missions des agences régionales de santé sont inutiles, certaines doivent évidemment perdurer. En revanche, il faut avoir conscience que chaque agence régionale de santé, ce sont plusieurs centaines d'agents publics qui sont rémunérés. Doit rester la compétence du département. Doit être la compétence unique du département et non pas régionale. De l'État, monsieur. Oui, mais de l'État à travers les préfets qui sont les représentants de l'État dans le département. Départementales de santé. Tout à fait. Et les agences régionales. Et les agences régionales. Tout à fait. Mais il y a plein d'autres agences qui pourraient être supprimées, mais il y a aussi la question du millefeuille administratif et des strates administratives. On peut se poser, et c'est un débat que nous mettons sur la table, nous pouvons également envisager peut-être de réduire le nombre de collectivités. Vous avez aujourd'hui des communes, des EPCI, des départements, des régions. Oui. Peut-être est-il nécessaire de réfléchir à la suppression de l'une de ces strates. Nous, en l'occurrence, nous tenons évidemment fermement aux communes et aux départements parce que ce sont des échelons de proximité. Nous nous posons la question fermement du devenir des régions. Yohann Gillet, tout cela reste hypothétique. Est-ce que ça va suffire à rassurer les marchés ? Mais c'est pas hypothétique. Vous avez également, et je n'ai pas eu le temps de l'aborder, la question de l'immigration, où vous avez des dizaines de milliards d'euros d'économies à réaliser. Je vais vous prendre un seul exemple. Si demain, vous décidez que les prestations sociales non contributives ne peuvent être touchées que par des Français et non plus par des étrangers, vous économisez au bas mot 8 milliards, et dans le meilleur des cas, certainement peut-être 20 milliards. Les prestations sociales non contributives. Toutes les prestations sociales qui ne sont pas liées à un versement. Par exemple, quand vous êtes un étranger en France et que vous travaillez légalement et que vous cotisez au chômage, il est normal que vous puissiez demain toucher le chômage puisque vous avez évidemment contribué financièrement et que dans ce cas-là, c'est contributif. En revanche, quand c'est non contributif, dans ce cas-là, il n'y a pas de raison qu'il y ait une solidarité nationale qui s'applique à des personnes qui n'ont jamais cotisé sur le pays. Yohann Gillet, Marine Le Pen refuse de céder. C'est un peu le programme de 2022 qui revient, avec notamment, on va en parler, de la retraite défendue par Marine Le Pen à 62 ans, baisse de la TVA notamment sur l'énergie. Tout cela, ça fait énormément de dépenses. Comment vous financez ça ? Là où nous mettons des dépenses supplémentaires, et chaque candidat à l'élection présidentielle a dans son programme des mesures qui coûtent de l'argent, il ne faut pas mentir aux Français. Il y a en revanche de notre côté, et nous sommes bien les seuls, des économies réalisées, et nous avons des mesures qui sont totalement financées. D'ailleurs, nous avons présenté l'année dernière un contre-budget à l'Assemblée nationale et nous étions bien les seuls à avoir un contre-budget sérieux, entièrement financé, et chaque euro dépensé en plus, il y avait en face évidemment des économies pour pouvoir le financer parce que l'argent ne tombe pas du ciel. Donc nous, ce que nous proposons, c'est systématiquement face à une dépense supplémentaire, ce sont des économies et vous ne trouverez pas dans notre programme qui n'est pas encore présenté. Marine Le Pen y viendra en temps voulu lors de cette campagne qui ne fait que commencer. Vous trouverez un financement qui sera clair, que chaque Français pourra consulter, et vous verrez que nos mesures seront financées parce que nous avons toujours l'habitude de présenter des projets sérieux. En 2022, ces mesures étaient jugées très coûteuses. Tout le monde s'entendait. C'est faux, ça c'est ce que disaient évidemment les quelques militants politiques que nous avions face à nous. Il y a eu beaucoup de chiffrages qui avaient été faits, notamment sur la retraite à 60 ans. Quelques économistes de gauche qui se permettaient de raconter tout et n'importe quoi sur l'ensemble des médias. La réalité, c'est que les économistes sérieux reconnaissaient dans notre programme un programme entièrement financé et avec des chiffres
très précis. Nous, encore une fois, nous voulons nous attaquer au mal de ce pays. Mais avec une et le mal de ce pays, c'est la dépense publique à tort et à travers. Avec une retraite à 62 ans, là où tout le monde dit qu'il faut allonger les carrières, là où nos voisins le font, vous continuez à rester sur cette retraite à 62 ans ? Mais vous pensez que ça va marcher ? Il faut expliquer plusieurs choses. Il faut expliquer que l'âge de départ à la retraite ne peut pas être extrait comme ça d'une réforme, sans parler également du nombre d'années de cotisation. Hein, ça, il faut quand même le mettre évidemment en face, parce que quand vous proposez une réforme comme Marine Le Pen l'a proposé avec Jordan Bardella en 2024, avec une retraite à 62 ans, il y avait également le chiffre de 42 annuités de cotisation, et ça c'est important. Parce que évidemment, la condition pour pouvoir toucher la retraite, c'est d'avoir 42 annuités de cotisation. Donc ça, il faut en avoir conscience. Là aussi, il ne faut pas caricaturer la réforme qui est la nôtre, qui est en réalité très sérieuse et qui est totalement assumée. Nous assumons le fait que notre réforme coûte environ 9 milliards d'euros par an. Ces 9 milliards d'euros, nous les compensons à travers les économies structurelles. 9 milliards d'euros, ça c'est le Rassemblement national. On a l'OFCE qui avait chiffré en 2022, c'était 28 milliards. L'Institut Montaigne, 31 milliards. Oui, et puis pourquoi pas 70 milliards aussi. Mais il y a quand même une grosse différence entre le chiffrage établi par le Rassemblement national et des instituts. Vous prenez l'exemple effectivement de deux instituts, je n'ai plus leur chiffrage en tête, mais qui effectivement avaient sorti des chiffres ridicules qui ont d'ailleurs été contestés par beaucoup d'autres instituts qui montraient bien que notre chiffrage était le bon. Nous, ce que nous voulons en réalité dans la réforme des retraites que nous proposons, c'est de l'équité et de la justice. Il faut que les Français puissent bénéficier d'une retraite digne à un âge digne. Les Français qui ont travaillé toute leur vie doivent pouvoir aussi profiter de leur retraite, mais nous disons aussi que, en revanche, effectivement, pour financer cette réforme des retraites, il faut aussi, lutter contre la fraude. C'est important. Lutter contre le fait qu'un certain nombre de Français ne travaillent pas, et ça, c'est également un gros travail. De nos auditeurs, et notamment de Jean-Pierre de Marseille, qui juste avant que vous arriviez, lui aussi avait une question pour vous. Quelles seront les 3 grandes premières mesures que prendra Marine Le Pen une fois au pouvoir ? Écoutez, je ne veux pas parler au nom de Marine Le Pen, mais je pense pouvoir vous dire que de campagne, donc la première des mesures, ce serait effectivement de déclencher un référendum sur l'immigration, parce que le projet qui est le nôtre, comporte cet engagement de faire un référendum pour que les Français puissent s'exprimer et que des mesures en termes d'immigration, de politique migratoire, puissent s'appliquer très rapidement. Donc ça, c'est la première grande mesure. Notre accession au pouvoir. C'est important, oui, parce que quand vous retrouvez finalement des marges de manœuvre sur votre politique migratoire, vous pouvez faire avancer beaucoup de choses dans le pays. Et je crois que c'est une attente forte de la part des Français, de baisser l'immigration que nous subissons aujourd'hui. Aujourd'hui, vous dites que le mot des Français, c'est l'immigration. C'est l'un des mots, ce n'est pas le seul, malheureusement. C'est la première mesure. J'aimerais que ce soit le seul. C'est la première mesure que vous mettez en exergue. C'est pour ça que je vous interroge là-dessus. Vous m'en demandez 3, donc je commence par une, évidemment. Oui, mais je note que c'est celle-ci que vous mettez en premier. Oui, parce que ça fait bien longtemps que nous avons dit que nous souhaiterions que cette mesure soit appliquée rapidement. D'ailleurs, nous souhaiterions même que ce référendum puisse avoir lieu lors des élections législatives qui suivront l'élection présidentielle, donc seulement quelques semaines après l'élection présidentielle. C'est un engagement fort et je crois que les Français sont conscients que nous sommes les seuls crédibles et sérieux quand on parle d'immigration. Notre deuxième mesure, je pense, et là encore une fois, je ne veux pas parler au nom de Marine Le Pen, mais je pense que faire en sorte qu'il y ait un budget rectificatif à l'Assemblée nationale pour que l'on puisse commencer le redressement des finances publiques. Je pense que c'est impératif. Et enfin, la troisième mesure, ce serait sur le pouvoir d'achat, parce que sur le pouvoir d'achat, il y a fort à faire. Beaucoup de Français aujourd'hui qui travaillent n'arrivent pas à se nourrir correctement, à boucler leur fin de mois. Et donc, je pense qu'il y a des mesures fortes à mettre en œuvre, notamment la mesure qui est la nôtre depuis un certain temps sur la baisse de la TVA, par exemple, sur les énergies. Vous parlez de ce budget. Si demain, si Marine Le
Le Pen est élue à la prochaine élection, avec qui gouverner? Comment constituer une majorité à l'Assemblée nationale? Ce sera aux Français de décider déjà qui aura une majorité. Je suis convaincu, moi, à titre personnel, que si demain nous remportons l'élection présidentielle et si les Français vont voter, nous allons remporter cette élection présidentielle, alors les Français nous donneront une majorité à l'Assemblée nationale. Ensuite, nous avons déjà... des alliances? Bien sûr, nous avons un allié qui est Éric Ciotti, par exemple, et avec lequel nous travaillons sur cette élection présidentielle et avec lequel nous gouvernerons demain, évidemment, le pays. Et puis enfin, Marine Le Pen l'a toujours dit, Jordan Bardella aussi, nous gouvernerons avec tous ceux qui seront de bonne volonté, qui partageront notre philosophie de redresser le pays. Johan Gillet, Édouard Philippe, hier, dans notre sondage IFOP fiducial, était le candidat le plus sérieux, le plus dangereux pour Marine Le Pen, pour LCI, Sud Radio et Le Figaro. Est-ce que Édouard Philippe vous inquiète ? Non, vous savez, rien ne fait peur à Marine Le Pen, en l'occurrence. Elle affrontera au second tour le candidat qui sera face à elle. Pourtant, Édouard Philippe va sur vos terres, il était à Mayotte. Oui, mais c'est bien, et nos compatriotes mahorais... Et il parlait d'immigration. Et oui, et nos compatriotes mahorais savent pertinemment à quel point Édouard Philippe n'a rien fait quand il était Premier ministre pour Mayotte. Mayotte est un territoire que je connais bien, qui est un territoire difficile, avec une immigration totalement déraisonnée. On est sur un territoire de 300 000 habitants, avec 150 000 clandestins sur le territoire, c'est quand même très fort, il faut en avoir conscience. C'est un territoire dans lequel plus rien ne fonctionne, le système de santé s'est écroulé en raison notamment de cette submersion migratoire. Le système éducatif, c'est pareil, vous avez des rotations dans les écoles, c'est totalement dingue, c'est-à-dire qu'une classe sert en réalité à 4 classes. Vous avez comme ça tout un tas de choses qui ne vont plus à Mayotte. L'insécurité, n'en parlons même pas. Et je voudrais dire à nos compatriotes mahorais que l'on pense à eux, mais ils savent pertinemment que nous pensons à eux. Merci Johan Gillet, je le rappelle, vous êtes député Rassemblement National du Gard. Merci à vous. Vous êtes directeur adjoint de la campagne de Marine Le Pen. Merci à toute l'équipe qui m'aide à préparer cette émission. Clément Barguin, Anthony Urvois, Antoine Dizy, Manu au standard, Albin Texera, Louis Randazzo et Alexandre Saint-Etienne. Je vous dis à demain, 10h pour bien notre dernière des débats de l'été. Bonne journée sur Sud Radio.